Que c'est encore Vacation Freddy? Vacation, mais en plus que jamais. C'est vrai que LeBron, il rejoint ta ligue de 3 contre 3? Il pense, il a fait un off. Ben, des matchs contre le Paraguay, il faudrait que tu joues à la Copa América. Et Jesse, il microdose. C'est correct, c'est Tout de correct. suite après le match? Pendant aussi. Ça kick in. Non, mais je suis pareil, moi. Ouais, Haaland, c'est comme quand on allait au tournoi Jean-Yves Faneuf à Granby. Je suis en train de préparer des pancartes, peut-être, pour une campagne pour le mur de la renommée pour le beau pâté. Le Japon bat tout le monde dans les matchs amicaux. Ils sont super bons, mais quand c'est un match qui compte, ils n'ont pas encore été capables d'aller chercher cette grosse victoire. L'élément de mesure ultime pour savoir si la culture soccer prend du mieux quand il y a des gros tournois comme ça. Depuis 1 semaine et demie, personne ne me parle du tournoi de la FIFA. Ah. On me parle de la Coupe du Monde. Ça ou ça? Ça dépend. Quel genre de femme tu veux être? Pas chic, le petit muffin top. Ça a-tu fini de me shamer? Est-ce que ça te tenterait d'être consultante sur ma série? Sauf que oui, voyons donc. Comment tu voudrais qu'on t'appelle? Françoise. Et le stade olympique a carrément explosé. Ce stade a explosé. Au fond des filets. Dans l'eau de la boîte à pain. Merci à notre partenaire présentateur Mise au jeu. Pour la Coupe du Monde, Mise au jeu a déployé une expérience pensée pour tous les partisans, en plus des pages dédiées à chacune des équipes participantes. Mise au jeu vous laisse choisir chaque jour, en fait, oui, le pays dont la cote sera bonifiée pour son prochain match. Pour voir toutes les offres de paris et ne rien manquer pour le tournoi, télécharge l'appli Mise au jeu plus. 18 ans et plus, jouez modérément. Bienvenue à Plein Axe. Très heureux de vous retrouver après ce qu'il y a eu... un feeling de trêve. Olivier Brott avec vous, en compagnie de... Frédéric Laure. Est-ce que c'est encore Vacation Freddy? Vacation, mais en plus que jamais. Oui. Que j'ai du plaisir. J'aurais dû... le concept de vacances m'est étranger depuis plusieurs années. Et j'en suis fort aise, mon gars. Je suis... Attends une minute. Patrick Leduc, bonjour. Comment ça, t'étais étranger aux vacances, Fred? Mais parce que je suis une bête... Première... Donc, tu suis pas la MLS? Venant de toi, je suis un peu triste. Parce que je suis une bête de somme, parce que je suis un descripteur, parce que je continue avec le hockey, le tennis, puis puis j'en ai jamais pris. Puis les esprits créatifs n'arrêtent jamais. Tu sais ça? D'accord. Mais une période de vacances, ça peut renouveler. C'est comme une période de jachère. Exactement. Non, mais c'est important. Je fais des blagues, mais les gars de hockey particulièrement, quand je travaillais, mais c'est la même chose. RDS ou TVA Sport, les gars sont pas trouvables de juillet à août. Puis ils reviennent, puis c'est important de faire une jachère, justement, pour dire « Hey, ça me tente de recommencer. » Parce que tu partages une passion, puis si t'es arrivé à 28e game, tu fais comme « Moi, il n'y a pas beaucoup de passion qui se partage. C'est un travail, puis les gens, ça s'entend, je pense, dans ton commentaire. » Voilà. Hey, Pat Leduc, pas besoin de le présenter. Ben non. Je veux juste dire, en passant, la mémoire est une faculté qui oublie. On porte au nu souvent des anciens du bleu, blanc, noir. J'ai l'impression qu'on oublie tranquillement notre Pat Leduc, qui était parmi, dans les minutes du CF Montréal, en fait, de l'Impact. Et je veux pas faire le Ron Fournier pour le Butch Bouchard, mais je suis en train de préparer des pancartes, peut-être, pour une campagne pour le mur de la renommée pour le beau Pat Leduc. Oh! Puis c'est qui présente Pat Leduc sur le mur de la renommée? Pat Leduc? C'est un peu ça le problème, là. C'est ça le problème. Tu pourras prendre un congé, puis... Je vais faire une recommandation. Voilà. En tout cas, je vais juste dire, on oublie parce que... Non, mais c'est parce qu'on te voit comme commentateur depuis longtemps. Ouais. Puis c'est drôle parce que t'es aussi jeune que nous, ou presque. Mais on oublie que je fais des blagues, mais des records de minutes, là, avec le CF Montréal, t'as mouillé le maillot, mon gars. J'ai joué mes minutes. J'étais pas en vacances pendant cette période-là de mes étés, de 2000 à 2010. Mais j'étais bien créatif. Oui, j'essaie d'être créatif. Mais non, mais j'avais ma petite jachère à l'automne. Malheureusement, nos saisons n'étaient pas aussi longues qu'elles le sont maintenant. Je dis malheureusement. Il y a du bon côté à tout, mais on était plus un sport d'été. Et on est en train de devenir on est un sport annuel, puis on va devenir un sport un peu plus hivernal. On est un sport de 4 saisons. Mais c'est vrai ce que tu dis. Par contre, c'est un peu surprenant qu'il n'y ait pas plus de joueurs qui aient explosé les records de minutes. Tu sais, avec des saisons de 34 matchs en MLS, c'est sûr qu'il y a un turnover qui est quand même important. Là. Si un Max Crépeau était ici depuis le début de sa carrière ou un Mathieu Chouanière était resté, tu sais, il y en a pas mal, mais c'est vrai ça. Oui, je pense aussi que à l'époque où on jouait, il y en avait moins quand même des transactions. C'était pas la même réalité. Les gars restaient plus longtemps. C'était pas non plus...
sais, la MLS, c'est une ligue majeure, puis il faut quand même reconnaître que les transactions font partie de ça. Puis à notre époque, il y en avait des transactions, mais c'était plutôt rare. C'était plus souvent fait en discussion, oui, en fin de contrat aussi, avec quelqu'un qui est prêt à aller à l'étranger, alors que maintenant, c'est un peu la norme, il faut s'y attendre. Ça peut être aussi même contre ta volonté que tu es échangé. Je pense que moi, là, je te dirais que la question se posait même pas. Ça contribue à avoir des joueurs qui restent plus longtemps. C'est comme de nos jours, on a plusieurs jobs, on change d'entreprise. Les jeunes, ils sont pas attachés à l'entreprise avec laquelle ils travaillent. On dit ça, là, je généralise. Mais c'est un peu la même... Il y a peut-être moins de joueurs qui restent plus longtemps dans leur club. Il faudrait peut-être revenir. Il y en a plusieurs. Ça sera peut-être l'occasion d'en parler dans un autre podcast, mais en NBA, c'est la même affaire. Moi qui suis beaucoup ça. En NHL, c'est la même affaire. Mais partout, avoir des joueurs qui restent longtemps, qui sont des assises solides, puis des figures aussi pour le public, c'est important. Vous en parlerez, mais tu sais, les gains des associations de joueurs pour avoir leur juste part dans ce qui est une business, une entreprise, je pense qu'il y a eu des joueurs qui se sont associés, qui ont fait beaucoup de travail pour que ce soit que leurs droits de travail soient respectés. Puis là, on parle de millions de dollars. Tu sais, je veux dire, ils sont pas maltraités, les joueurs, mais en même temps, je comprends un peu la logique derrière. Et puis ça fait que t'es moins attaché à l'institution que tu représentes. T'es plus, tu vas tester le marché, puis chaque joueur est un peu sa petite entreprise à quelque part. Dans une business où tu as l'émotion, c'est important d'avoir un relais émotif aussi à l'intérieur. C'est ça. Absolument. Voilà. On va passer à la Coupe du Monde dans un instant, mais c'est vrai que LeBron, il rejoint ta ligue de 3 contre 3? Il pense. Il a fait un off. C'est-tu dans la petite Italie? Non, je suis dans le plateau. Pas trop loin de chez vous. Mais là, c'est la saison extérieure dans la petite Italie, mais ça, c'est la Summer League. OK. On enregistre le 8 juillet, d'accord? C'est juste avant les quarts. Entre les deux, on parlait de vacances. Oli est en vacances aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de match en ce moment. On le prend comme on peut. Défaite du Canada 3-0 avant les quarts de finale, donc. Puis la question, en fait, on va commencer comme ça parce que c'est peut-être un peu trop large, mais j'allais dire... C'est peut-être un peu mou comme première question, mais est-ce que le Canada a réussi sa Coupe du Monde? C'est peut-être cette question-là qui a rythmé nos autres podcasts. Ils ont gagné contre les poches, puis ils ont perdu contre les bons. C'est-tu poche à dire, ça? Ils ont perdu. Leurs 2 défaites, c'est contre 2 quarts de finalistes. Ouais. T'sais, ça remet un peu en perspective quand même. Oui, je suis d'accord avec ça. Je veux dire, est-ce qu'on est satisfait? Pas complètement, mais en même temps, est-ce que l'objectif est atteint? Oui. Oui, je pense que le minimum, c'était de sortir de la phase de groupe. Il faut quand même se rappeler qu'on se dit, on va-tu passer la phase de groupe? Moi, c'était mon gage de succès. C'était ma ligne à tracer dans le sable, c'est-à-dire, si tu passes la phase de groupe, c'est correct. Puis après, tu passes la phase de groupe, tu tombes sur l'Afrique du Sud. Ben là, si on n'avait pas gagné ça, je pense qu'on serait insatisfait du tournoi. Malgré le fait qu'on avait dit, mais non, le critère, c'est de passer au moins en 16e de finale. Donc, on l'a gagné difficilement, mais on l'a gagné. Et ça, là-dessus, je trouve que c'était bien de la part du Canada de trouver les ressources dans un match où ça se passe pas exactement comme tu le souhaites. Un peu comme le premier match contre la Bosnie. On a trouvé des ressources pour revenir alors que ça avait mal commencé. Puis ça peut arriver à toutes les équipes. Là. Mais ce match-là contre la Bosnie, c'est qui débloque le truc? Kyle Aaron marque, mais c'est Ismaël Koné. Là, tu finis le tournoi, t'as pas d'Ismaël Koné. T'as pas d'Alphonso Davies, qui a été un épouvantail au final pour la Suisse. Je pense qu'il t'a servi à faire reculer l'Afrique du Sud. La grosse contribution d'Alphonso Davies, puis je suis pas sarcastique là-dedans, là, ça a été de faire reculer littéralement l'Afrique du Sud, puis ça t'a permis d'aller chercher le but de Stakio en 16e de finale. Mais Moïse Bombito, qui est sur une jambe. Marcelo Flores, t'en aurais pas eu besoin dans ces matchs-là. C'est beaucoup de morceaux qui étaient pas là. Je suis ambivalent parce que plusieurs gens disent ça pour Marcelo Flores, puis j'étais le premier à le dire. Regarde Jaden Nelson, ce qu'il a fait. Ça a été un des bons. OK, vu de même. Jacob Shaffelberg, il rentre, il est pas capable de passer le premier rideau. Ça a été une catastrophe. Puis je suis un fan là, de Jacob Shaffelberg. Son entrée a été catastrophique face au Maroc. Mais tous ces gars-là, là où je vais en venir, c'est que tu finis peut-être premier de ton groupe. Tu sais, il y a un univers où tu finis peut-être premier de ton groupe. Il y a certainement un univers où tu es plus tranquille face à l'Afrique du Sud. Puis je pense qu'il y a un univers où, puis c'est là que je te rejoins, Pat, tu chauffes encore plus, voire tu bats le Maroc. Parce que la première mi-temps, là,
Je sais pas si vous voulez revenir sur les commentaires de Jesse Marsh. C'est pas vrai que le Canada était la meilleure équipe. Mais en première mi-temps, oui. Oui, mais c'est pas ça qu'il a dit. Non. Il a dit tout court. Moi, tu me dis la première mi-temps, j'achète à 100 000 à l'heure. Tu me dis aussi... Mais Jesse, il microdose. C'est correct, c'est correct. Tout de suite après le match? Pendant aussi? Ça non, mais je suis pareil, moi. Ouais, pendant surtout le en match. vacances. Je dose, moi, plus. Lui, il microdose. Non, mais là où je veux en venir, c'est que si t'as Alphonso Davies au lieu de Jacob Schaffelberg, si t'as Ismaël Koné au lieu de Nico Sigur qui joue au milieu de terrain, si t'as Marcelo Flores pour faire rentrer, je suis désolé, là, cette équipe-là a le potentiel pour être en quart de finale en ce moment, mais comme Pat le disait, ton objectif au départ, moi j'avais dit 8e de finale, t'as clairement réussi ton tournoi, puis je pense qu'il faut se rabattre un peu sur ces objectifs de début de tournoi-là. D'habitude, je me mets des petits points pour dire comment Olivier il est bon. Je le fluffe un peu, mais là, je vais me fluffer moi-même. Vas-y. Parce qu'Ismaël Koné, j'ai dit au début, tu sais, puis avant sa blessure, j'ai dit c'est lui qui va permettre au Canada d'avoir un plus haut plafond. Puis Pat Bernier l'a dit pendant le match contre le Maroc, c'est Ismaël Koné dans ce match-là, parce que c'est exactement ce que tu viens de dire, aurait aidé. Hein. Ben oui, il aurait aidé. C'est parce que on le voit, là, même pour quelqu'un qui suit moins le sport, là, c'est encore plus apparent. Il y a une différence technique entre les joueurs du Maroc ou les joueurs qui sont actuellement dans les équipes qui sont en quart de finale et ce qu'on a vu du Canada, sauf peut-être Ismaël Koné. Ismaël Koné, techniquement, est capable de jouer à un niveau un peu plus supérieur. Il y avait beaucoup d'approximations dans le jeu des Canadiens, des passes qui sont pas du bon côté, qui sont mal dosées, puis ça bousille ta construction. Ça la ralentit. Ça, c'est le talent ou la confiance? La confiance, en première mi-temps, contre le Maroc, t'avais pas ça. T'avais ça contre l'Afrique, puis l'Afrique du Sud, puis t'avais ça en fin de match face au Maroc. Contre le Maroc, c'est que t'es capable de le faire parce que tu les bouscules, tu prends un petit temps d'avance. Donc, même si c'est pas tout à fait précis, tu parviens à vraiment... T'es en contre-attaque. Mais quand c'est le temps, quand le Maroc prend les devants, là, tu dois poser ton jeu, tu dois accélérer après avoir fait 4 ou 5 passes, après avoir changé de côté. Là, on n'est pas assez juste. Dès qu'il y a une accélération, on perdait le contrôle. On est capable de le faire contre une équipe inférieure, contre le Qatar, mais pas contre une équipe comme le Maroc. Parce que là, l'équipe du Maroc, là, c'est l'élite mondiale. Là. Et c'est ça, la marge de progression. Puis ça, je trouve ça bien embêtant. Parce que je me mets à la place de Canada Soccer. Qu'est-ce qu'on fait là, pour les 4 prochaines années? Il faut jouer des matchs de haut niveau, mais où tu vas les chercher? Tu n'auras pas le choix de passer par la CONCACAF pour ta qualification. Et ça, mais ça va être des matchs difficiles, pas nécessairement de haut niveau. C'est des matchs contre le Paraguay. Ben, tu sais... Le Baragouin, je pense qu'on dit maintenant. Non, mais aller jouer au Honduras, ça sera pas nécessairement joli. Aller jouer en Jamaïque, ça va être difficile. C'est des drôles de conditions. C'est pas là que tu fais un beau jeu comme l'Espagne ou faut que t'arrêtes, faut que tu te sortes ça de la tête. Faut vraiment que tu ailles gagner ces matchs-là. Tu dois les gagner, tu te qualifies. Mais c'est pas ça qui va élever ton niveau. Ensuite, des matchs contre le Paraguay, il faudrait que tu joues à la Copa América. C'est comme indispensable pour que le Canada continue à progresser, d'aller jouer contre les pays d'Amérique du Sud dans un contexte compétitif. Parce que tu peux faire des matchs contre les Pays-Bas, la France et tout ça, mais c'est pas la même chose. C'est des matchs où il va y avoir 22 joueurs qui jouent. C'est un spectacle. Puis même si tu gagnes, tu es en train de t'enfler un peu la tête. Puis je trouve que c'est ça qui arrive au Japon. Le Japon bat tout le monde dans les matchs amicaux. Ils sont super bons, mais quand c'est un match qui compte, ils n'ont pas encore été capables d'aller chercher cette grosse victoire. Pourtant, techniquement, ils sont aussi forts que n'importe qui. Mais puis eux aussi, il y avait des blessés, par contre, cette année. Mais le Japon, les pays d'Asie nous ont finalement un peu déçus. Là. La Corée du Sud, ça a été une déception. On n'est pas assez bon à cause que les autres sont pas assez bons. C'est ça, tu nous dis? Ben, c'est dur parce que notre contexte, l'environnement, c'est la même chose pour les États-Unis. Là. Tout le monde se pose la question. Finalement, on n'est pas si bon que ça. Est-ce qu'on va être un favori de la Coupe du Monde un jour? Même le Mexique, qui a eu probablement des 3 pays autres, l'équipe la plus solide dans le tournoi, selon moi. Ben là, tu l'échappes. Puis l'Angleterre, j'ai été impressionné par l'Angleterre, mais dans les 10 dernières minutes, t'as pas eu une chance vraiment dangereuse du Mexique. Ça a été attaque après attaque après attaque. Puis à chaque fois, les Anglais étaient, somme toute, assez confortables pour gérer ça. La prochaine étape, puis je trouve la comparaison, j'y avais pas pensé, là, très franchement, avec le Japon, mais je trouve que c'est super bon. La prochaine étape, c'est d'avoir un match référence en compétition majeure que tu gagnes. Parce que là, la Belgique était un match référence parce que tu étais compétitif avec une grande nation, mais tu l'as perdu. La Croatie est un match référence parce que tu marquais un premier but en Coupe du Monde,
mais tu l'as perdu. Le Maroc devient, a posteriori, à cause de leur parcours en 2022, un match référence parce que tu l'auras tenu tête, mais tu l'as perdu. Là, tu arrives avec une victoire en phase de groupe, mais c'est face au Qatar, réduit à 9. Là, ce que tu as besoin, la prochaine étape, là, puis l'Afrique du Sud ne compte pas là-dedans parce que c'est pas une assez bonne nation, puis tu l'as trop eu à l'arracher, c'est pas un match référence, c'était pas un bon match, ni de l'Afrique du Sud, ni du Canada. Là, la prochaine étape, c'est d'avoir un match complet, comme tu as fait la première mi-temps face au Maroc et que tu bats un pays comme le Maroc. C'est là que le programme canadien en est rendu. Est-ce que tu es capable d'y arriver d'ici 2030? Ça, j'ai hâte de voir. J'ai parlé comme ça m'est sorti comme ça le Japon, parce qu'ils ne sont pas franchis les 16e de finale, mais le Maroc pourrait être une inspiration pour le Canada. Parce que le Maroc... Mais ils ont investi en... Ils ont investi, puis ils ont aussi... le minerai abonde là-bas. Le talent, là, il y a des joueurs qui, oui, il y en a plein qui sont en France, mais oui, ils ont été bons chez les U20, ils ont été bons, ils étaient aux Olympiques. Et puis, je pense que ces étapes-là ne sont pas à négliger pour le Canada. Là. La génération U20, elle semble pas aussi prometteuse. C'est pas une grosse génération, en tout cas, des résultats qu'on voit dans des équipes nationales. Est-ce qu'on peut avoir vraiment une équipe qui aspire à aller aux Jeux olympiques? Ça serait quand même... une belle réussite si on était capable de se qualifier, parce que... Est-ce que c'est une belle réussite ou est-ce que c'est un passage obligé si tu veux être performant avec Olympiques, ton équipe senior? À un moment donné... Ça, c'est pas la première fois que je l'entends. C'est pas normal, là, à un moment donné, que tu sois aux abonnés absents comme ça. Ouais. Mais non, mais c'est parce qu'en faisant ça, je me disais, je vais envoyer la question, c'est quoi le futur du Canada, en fait? En 2030... Là, on est 4 ans avant, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Mais ça vient vite. Le gars qui va-tu vraiment être meilleur, le Canada, en 2030? Parce que je regardais, là, de 2022 à 2026, il y a 12 joueurs qui ont fait les deux, d'accord? Qui étaient là au Qatar. C'est-à-dire qui étaient là au Qatar en 2022, puis qui étaient aussi à cette Coupe du Monde-ci. 12 joueurs donc, au total. J'ai fait le calcul. On peut anticiper 12 joueurs qui passent aussi en 2030. Là-dedans, tu as Koné, j'ai mis De Fougerolles, j'ai mis Bombito qui aura 30 ans, Saliba, qui d'autre? Jonathan David, Alphonso Davies, les deux, peut-être les deux piliers de cette équipe-là, techniquement. Ton noyau est toujours là. Ton noyau est là. Qui s'amène? Il n'y a pas une tonne de gens. Je regarde, là, il y a Flores, il y a Jebison, peut-être. Markovic à DC United, pourquoi pas? Bombito était un premier choix comme lui. Overall, pourquoi pas? Priso, mais il n'y a pas... Tu te dis pas où. Il y a un gars qui s'en vient, là, qui va rajouter il n'y a pas de boost. Pas encore. Je me disais, il y en a-tu qu'on connaît pas? Ben, sûrement. En 2022, il y en a 4, je pense, qu'on connaissait pas dans l'alignement. De Fougerolles, Alfie Jones, Promise David, puis Goodman. Peut-être que j'en manque, mais techniquement, Goodman, ça compte pas aussi. C'est le 3e gardien de but. Il y en a-tu qu'on va découvrir aussi? Flores, j'aurais pu mettre Flores là-dedans, là. Là, ce qui est complexe pour répondre à cette question-là, c'est que tu as des kids de 17 ans en ce moment. Tu as un kid de 17 ans en Suisse en ce moment qui est un père qui travaille pour Bombardier, puis il est dans une shop là-bas, puis que tu peux sortir de nulle part. Là. Toi, tu as plus de confiance en ça qu'en l'Académie des Whitecaps. Non, c'est pas un ou l'autre, mais ce que je veux dire, c'est que ceux qui sont à l'Académie des Whitecaps arrivent peut-être un peu moins champ gauche de nulle part comme Luc de Fougerolles. Tu sais, Luc de Fougerolles, quand il arrive en 2024, là, moi, je le connais zéro. Il y a eu 1 minute, je pense, au mois de mars, puis après ça, bang, match pour la 3e place face à l'Uruguay. Mais les structures sont en place. Les filets là, sont à l'eau, là, puis les équipes nationales doivent faire ce travail-là, c'est de répertorier tous les joueurs éligibles pour faire partie des grand-mère ou une arrière-grand-mère. Absolument. Et puis maintenant, le travail des sélections nationales, c'est beaucoup ça. C'est aussi d'être des prospecteurs, des vendeurs, dire toi, on veut t'inviter au camp. Puis vous le voyez, là, Boadi a choisi le Maroc alors qu'il avait été dans les équipes de jeunes en France. Puis il y en a plusieurs des joueurs comme ça qui ont une double nationalité. Bien, il y en a au Canada. C'est ça. Puis juste pour être clair, excuse-moi de t'interrompre, mais c'est pas un Canada qui est obligé de se rabattre sur un plan C, d'aller recruter. Il chercher un Brésilien. Non, mais Issa Diop, là, qui marque en 16e de finale pour le Maroc, le gars, il a été convaincu dans les mois qui ont précédé les mois. Unai, pas Unai, Wabi, le sélectionneur du Maroc, est arrivé en mars. Ouais. Donc, c'est entre mars et la Coupe du monde qui commence le 11 juin.
Issa Diop se fait convaincre. Le gars avait dit « Je jouerai jamais pour une autre sélection que l'équipe française. Oubliez ça. » Il se ramasse à sauver le derrière du Maroc en 16e de finale. C'est son but qui permet aux Marocains de passer au prochain tour. Donc, ça, puis tu fais bien de le dire, c'est les équipes nationales partout sur la planète qui ont ce devoir-là d'aller chercher ou de convaincre un maximum de joueurs. Puis c'est pas juste le Canada, parce qu'il fut un temps où on voyait ça comme un désaveu aux produits canadiens, mais ça se fait partout sur la planète, essayer d'aller trouver des binationaux. On peut-tu passer au segment mise au jeu rendu à ce moment-ci? Parce qu'on est au quart de finale. Le segment mise au jeu, Pat, on va le faire assez simple cette semaine. D'abord, avertissement. Prenez de la Carlsberg après avoir joué mise au jeu ou faites-vous un budget Carlsberg pré et post mise au jeu. Donc, je veux juste vos prédictions. Ah oui, mais avant les prédictions, mise au jeu a donné des cotes à chacune des équipes, à chacun des affrontements, je devrais dire. C'est qui l'équipe la plus négligée de toutes les quarts de finalistes? C'est la Suisse ou la Belgique? C'est le Maroc la plus négligée. Ah oui? Ah non, mais je pensais que tu demandais selon nous, là. Non, mais selon mise au jeu. Puis c'est un 10 au Canada, ça. Puis la moins favori, c'est l'Angleterre. Ouais, c'est parce que le Maroc est face à la France. C'est un 10 au Maroc, non? Ah ouais, OK, c'est parce qu'il joue contre la France. Surindexé à cause de... Mais c'est un peu surindexé, parce que je vais dire, dans des 4, le France-Maroc, Espagne-Belgique, Angleterre-Norvège, Argentine-Suisse, des 4 affrontements, lequel est plus dur à caler? Ils sont tous très difficiles à... Mais c'est parce que je pense que si tu avais le Maroc contre la Belgique, tu n'aurais pas exactement... je suis pas sûr qu'ils seraient négligés autant que... N'importe quelle équipe va faire figure de négligé face à la France, selon moi. Oui, mais en même temps, Belgique-Espagne, Belgique est à la cote de mise au jeu, c'est 4,60. Parce que l'Espagne n'est pas si puissante que ça. Ah non? Non, mais je pense qu'elle est considérée encore comme étant... ultra forte. Puis le Maroc, si tu passes la France, tu te butes à la Belgique ou l'Espagne. En ce moment, c'est l'Espagne qui est projetée, je pense. Ça doit être pour ça qu'ils sont les plus négligés. Parce qu'on s'entend que la Suisse, sur papier... Oh, mais dis-le que tu veux que le Maroc gagne. C'est ça ta prédiction? J'aimerais ça. Ouais. J'aimerais ça parce que je pourrais sortir mes clips qu'ils pourraient gagner le Maroc. En même temps, la France. Parce que j'ai aussi fait un power ranking de les meilleures équipes, les bons karmas puis les mauvais karmas. Ah. Dans mon power ranking de bon karma, la France, parce qu'avec tout ce qui est arrivé avec le Paraguay, puis de la façon dont ils jouent, techniquement, la Coupe du Monde leur est promise. Elle est tellement promise que tu dis, ça arrivera pas, parce que c'est tellement évident. Ouais, OK. Après ça, la Belgique, bon karma. Je n'expliquerai pas pourquoi, mais la Belgique, mais c'est paradoxal, ça, parce que contre le Sénégal, je trouvais que... Rudy Garcia, là, il peut aller se rhabiller avec ses commentaires. Là. Moi, si c'était pas de cette histoire-là avec les États-Unis... Pas le plus grand fan de Rudy Garcia. Ils ont changé leur karma, tout le monde s'est ligué pro. Ils n'ont pas changé leur karma. Donald a changé le karma de la compétition au grand complet. Puis il a surtout changé le karma des États-Unis. Dans mon top 3 des bons karmas, j'ai 3 de Norvège. Puis des mauvais karmas, j'ai Argentine. Pourquoi? L'Argentine ne peut pas gagner après. Mais après ce qui est arrivé avec l'Égypte. Non? Qu'est-ce que tu veux dire, ce qui est arrivé? Ce qui est arrivé, là. On l'a tout vu. Le match? L'as-tu vu, toi? T'es-tu là? Ouais, il n'y a rien arrivé, toi? Mais tu parles de quoi, là? Le match. Je parle du match Argentine-Égypte. Tu reviens pas sur une faute, là. C'est pas de ça que tu parles? Je reviens sur l'esprit. Là. Je parle de karma ici. Mais justement, les Argentins, là... Moi, attends, la VAR, c'est correct? Hein? C'est juste Twitter qui est en crise après la VAR? Excusez. Twitter est content avec quoi dans la vie? Non, Twitter... c'est de moins en moins relevant, d'ailleurs, Twitter. C'est un peu catastrophique. Puis c'est de plus en plus, justement, méchant. De plus en plus. C'est prouvé, d'ailleurs. Il y a des études qui prouvent que... Harvard. Ça distribue le malheur dans le monde. C'est le leadership, le prouve. C'est le contraire de We Deliver Happiness. Exactement. Toi, pour l'Argentine? Non, mais moi, ce que je dis, c'est que l'Argentine, là, en ce moment, je posais la question, on faisait le résumé du jour hier à Pat Bernier, puis je suis 100% d'accord avec sa réponse. Il y a 4 ans, l'Argentine ne revient pas dans ce match-là. Il y a 4 ans, l'Argentine avait ce fardeau-là de Maradona, pas de Coupe du Monde depuis 86, on va encore se planter, on n'a pas été capable de passer à travers le Cap-Vert, on est passé tout juste. Puis là, face à une équipe qui n'avait jamais gagné un match de tour éliminatoire de son histoire jusqu'à il y a quelques jours, on va se faire battre 2-0, puis si on prend des risques... Là, c'est plus une équipe qui réfléchit comme ça. C'est une équipe qui dit « Non, on est l'Argentine. » Hey, Lautaro Martinez, là, tu reviens, il gagnait 3-2 à la fin.
des petits passements de jambes, un genre de « venez-vous-en ». Hey, t'as pas le droit d'être cocky comme ça, mais pourtant, tu l'es rendu. Tu me diras que C'est pour ça peut-être... qu'il y a un mauvais karma. Ouais, mais ça veut dire qu'ils vont se planter. Mais, OK. Ça veut dire que tu veux qu'ils se plantent. Mais non, mais pour le bénéfice de ceux qui nous écoutent, là. C'est le Brésilien en toi, avec le Brésil qui était éliminé. L'Argentine n'a pas le droit d'avoir du fun. Je sais, mais non. Je vous rappelle qu'il y a toujours 2 façons de suivre les contenus de KO Sport, soit en s'abonnant au ko-sport.tv. Vous avez droit à différentes primeurs, des offres spéciales, des rencontres avec les animateurs de la station. Sinon, vous pouvez toujours nous suivre sur YouTube. Alors, abonnez-vous à notre chaîne. À bientôt. La VAR. Pour compte. En fait, on vient sur le but annulé. Là, quand je vois quelqu'un qui dit faudrait complètement enlever la VAR, mais on peut pas enlever la VAR. On peut pas enlever la VAR parce que ceux qui demandent qu'on retire ça puis qu'on vive avec les erreurs d'arbitrage vont se plaindre aussitôt qu'il y a une erreur d'arbitrage. Surtout quand c'est clair sur une reprise vidéo. Après, est-ce qu'il y a des biais dans l'arbitrage? Ben oui, il y en a des biais. Puis je suis pas en train de dire qu'il y a un complot. Je suis en train de dire qu'on a tous... Écoute, même quand on vote pour une personne, là, avant d'écouter, là, on va plus enclin à voter pour quelqu'un qu'on trouve qui nous inspire confiance. Fait que les arbitres, c'est un peu la même chose. Ils vont décider d'aller à la VAR dans certains cas, puis des fois, ils vont pas y aller. Puis... ils peuvent pas l'expliquer. Puis là, on va dire c'est pas neutre, c'est pas objectif, c'est non, vous êtes dans la théorie là. Moi, je parle pas de ça parce que la faute survient très. Non, attends, tu parles de quoi là? Quelle situation? Le but, il y en a plein. Il y en a plein qui peuvent être analysés. Mais le but annulé dans la contre-attaque qui fait 2-0, c'est 1-0 à Égypte, ça fait 2-0. Puis la faute survient profondément dans le territoire de l'Égypte. Puis le gars marche sur le pied. Il y a faute visiblement à la reprise, mais cette faute-là est pas sifflée sur l'ensemble du match, c'est pas sifflé. Puis au niveau constance de l'arbitre, on demande ça à l'arbitre versus c'est arrivé. Quand tu le regardes au ralenti, il y a une faute, t'as pas le choix de la caler aussi. Ça dénature un peu, mais c'est une dans 1 million d'incidences par rapport à la VAR, je suis d'accord, puis on va pas jeter le bébé avec l'eau du bain, mais j'avoue que dans l'esprit du jeu, ça dénature un petit peu pourquoi la VAR est là, puis... tu vois, ils l'ont pas appelé, cette faute-là, lorsque Messi marque son premier but contre l'Autriche. Parce qu'il y a un petit contact comme ça d'un joueur au milieu argentin sur un joueur de l'Autriche. Je suis pas mal sûr que je parle du bon jeu. Puis là, on n'est pas revenu. Puis qui se plaint de ça? Les Autrichiens se plaignent de ça. Qui se plaint de la faute qui a été appelée hier? C'est les Égyptiens. Puis je le comprends. C'est pas constant. Puis ça, c'est ça la lacune qu'on a en ce moment. C'est que dans 100%. Certains cas, on va intervenir. Dans d'autres, on n'y va pas. Puis il n'y a pas trop d'explications. Puis ça, c'est un des problèmes de la FIFA aussi. C'est qu'il n'y a pas beaucoup de transparence. Même si, moi, je vais vous dire, il y a quand même des gains dans ce tournoi-là. Il y a les nouvelles règles sont très appréciées. Pour accélérer le jeu. Pour accélérer les touches, les changements. Le fait qu'on entende le micro aussi, c'est pas une mauvaise chose, là, qu'on entende la discussion entre l'arbitre qui est dans la cabine VAR et l'arbitre. Ça, je pense qu'on devrait aller jusque-là. 100%. Pour éliminer les doutes, puis entendre un peu plus ce processus. Puis comme ça, oui, il va y avoir de la discussion, puis il y aura peut-être des remises en question. Mais ça, c'est pas mauvais pour la FIFA. On explique comment on en vient à une décision. Et puis, il y aura des podcasts comme vous, comme partout sur la planète, qui vont analyser ça. Puis, je pense qu'on va raffiner l'utilisation de la VAR. Mais il n'y a pas de retour en arrière pour la VAR. Là. Puis, c'est sûr que je suis un peu tiraillé parce que j'ai trouvé qu'il y a plein de décisions. Moi, j'étais pas d'accord avec la décision du penalty qui a favorisé. C'était la Belgique contre le Sénégal. On est revenu sur une faute en fin de match. Moi, je pense pas qu'il y avait matière à faute là-dessus, mais quand on va à la reprise, on la regarde 4 fois, à la fin, on se dit, il y a un contact. Et il faut pas le choix, là. T'es obligé de donner un penalty. Puis ça, je l'avais en travers de la gorge pendant 24 heures. Puis là, je me dis, on est rendu là maintenant. Puis, mais tu
je suis peut-être le gars du verre à moitié plein, là, mais que d'émotion dans cette Coupe du Monde pour quelqu'un qui est relativement neutre en ce moment, là, dans tout ça. Portugal-Croatie aussi, même si c'était pas... C'était fantastique, puis j'ai plein d'amis portugais, j'ai des amis croates, mais moi, j'ai trouvé que c'était dur pour la Croatie de ce but refusé, puis c'est le blip sonore du ballon, puis là, encore une fois, on nous a jamais expliqué là, comment ça fonctionnait, cette petite technologie-là, mais... C'est là où tu as raison. Moi, ça fait des années qu'on s'en parle. Les échanges entre les officiels, puis surtout ceux qui sont en charge de la reprise vidéo au rugby, qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi on ne s'inspire pas de ça? Puis je trouve que ça va... Le rugby, ils font ça. On entend les échanges entre officiels, c'est ça? Puis la qualité de la communication... Pas de joke, là, tu pourrais donner un cours universitaire sur comment communiquer avec des athlètes, comment communiquer entre collègues pour parler le même langage, clarifier quelque chose, dire « Hey, moi, je pense qu'il est arrivé ça. Peux-tu me confirmer que j'ai bel et bien vu? » Si tu avais ça, ça aiderait tout le monde. Et tu sais quoi? On verrait aussi, « Hey, ce gars-là de la VAR, là, ça marche pas, ce qu'il dit. Il a dit le contraire de l'autre. » Puis là, les instances sont obligées de dire « ça marche pas, il y a une incohérence d'un discours à l'autre. » règle, oui. Exactement. Alors que là, tu as l'impression que si tu as un Mauritanien qui est à la reprise vidéo, il n'y en a pas, là, c'était les arbitres en chef là, qui étaient... Fais pas une Caroline Proulx de toi, là. Inquiète-toi pas. Un Vaticanais. Je te parlerai pas du Vatican. J'ai une bonne histoire à te conter par rapport à ça une autre fois à micro fermé. Vas-y. Donc, si tu avais un Mauritanien à VAR, culturellement, ce serait différent. Mais exactement. Mais on n'aplanit pas ça en même temps. Moi, je pense que tu vas l'aplanir fois 10 le jour où tu les entends parce que ça les rend imputables. Là, à un moment donné, c'est pas la VAR, c'est Steve, le Hondurien. Là. C'est lui que j'ai entendu, puis ça faisait pas de sens par rapport à Marcel, le Suisse. Puis je pense que c'est à ça qu'il faut que tu arrives. Mais c'est pas juste ça, c'est aussi que ça humanise la personne qui est l'officiel. Parce qu'en ce moment, comme on les entend pas... Tu vois comment c'est complexe? Non, mais ils sont vilains. Là. On leur souhaite du mauvais karma, comme pour revenir à ton... Parce que juste les entendre, au rugby, je trouve que c'est un échange, c'est une question, puis il demande une réponse, puis quand il y a la réponse, il prend sa décision. C'est pas blanc-noir, mais c'est très direct comme conversation, puis je trouve que souvent en Premier League, là, c'est eux les exemples à suivre. Je suis pas mal certain qu'on va en venir là en premier, ou sinon en MLS, parce qu'en MLS, on veut que le jeu accélère, on teste beaucoup. Il va falloir qu'on travaille sur nos micros pour bien entendre là, quand c'est au Stade Saputo. Mais ça, c'était pas de notre faute. En tout cas, je vous en parlerai une autre fois. Mais en gros, le fait d'entendre l'officiel puis d'avoir l'échange avec son partenaire, je pense que ça va diminuer, dans la majorité des cas, ça va diminuer la tempête qui suit ensuite sur X. Juste pour clore peut-être l'histoire des arbitres, la caméra des arbitres, là. Les gars, ils courent-tu un peu sur un terrain? Il y a à chaque fois qu'il y a une occasion dans la surface de réparation, un tir, ils sont là. Mais ces contre-attaques-là, ils vont à 200 000 à l'heure. Puis l'arbitre, là, le Mauritanien ou le Hondurien ou le Français, ça me fait capoter. Ils sont toujours à l'entrée de la surface de réparation. Tu sais, quand on parle des décisions à prendre, il faut qu'ils soient lucides, mais ils pompent l'huile, les autres aussi, là, à la fin d'une prolongation, quand c'est une attaque-défense. Avec Jude Bellingham, il ne pourrait pas être un arbitre. Ou il pourrait. Lui, il pompait-tu l'huile. Non, mais cette caméra-là, bravo. Je trouve que... Moi, je pensais que c'était un gadget, mais j'ai adoré la caméra des officiels. Je pensais que c'était un gadget. J'ai dit encore un élastique de gadget. Ils ont testé ça où? De quelqu'un, je sais pas. Parce qu'ils ont dû le tester à quelque part. Là. Je peux pas croire qu'ils sont arrivés pour la première fois. Moi, je vais la Coupe du Monde des clubs, il l'avait? Ouais, je me souvenais pas de ça. Puis j'aimerais de temps en temps qu'on nous montre l'échange avec un joueur, mais as-tu vu, culturellement, c'est pas justement, c'est pas le rugby. Non, mais TSN en a sorti. J'ai vu ce matin des extraits, puis c'était des discussions de Jude Bellingham qui se fait parler en espagnol, puis il dit non, mais moi je parle espagnol aussi. Il me semble que c'est ce que j'ai compris. L'arbitre devait pas trop savoir c'était qui Jude Bellingham, je présume. Moi, c'est ce que j'adore de ça, ces nouvelles. T'entres encore plus dans la bulle. Comme, nous, on a la chance des fois quand on est en studio ou dans une régie, on voit l'image de la caméra dans le tunnel avant qu'on entre en onde. Puis là, tu vois un échange entre un joueur et l'autre. Parfois, les studios, les télés vont nous montrer ces échanges-là. Mais c'est là que je trouve ça...
encore là, ça humanise le joueur, mais tu vois un peu plus là, le détail, le leadership dans certains cas ou l'émotion entre certains joueurs. Ça, je trouve ça riche, puis je trouve que la Coupe du Monde est bonne pour nous. C'est vrai. Bon, on peut-tu juste faire pour Mathieu à mise au jeu, OK? Yes. Pas obligé de dire, vous n'êtes pas obligé d'analyser, là, mais vous faites dire qui va gagner. Okay. Si vous voulez rajouter une phrase ou deux, vous pouvez. Là, T'as-tu les cotes? Moi, je les ai devant moi. France 1.5, Maroc 5.05. C'est le plus gros écart. C'est le plus favori et le moins favori. Mais je peux-tu les donner parce que ça a bougé depuis que... Ça a bougé depuis, ouais. C'est 1.57, la France, 6 pour le Maroc en ce moment. Ça a monté en plus. Ouais. Crème, je serais prêt à prendre cette bête-là. Parce que, non, le Maroc est capable de... Ils ont faim. Non, mais le Maroc est capable de surprendre la France, là. Même si j'ai dit que la France... Le titre leur est destiné à ce moment-ci. Le Maroc est amplement capable de surprendre la France. Je pense pas que le Maroc veut jouer comme le Paraguay le fait, mais quand tu vois ce que le Paraguay est capable de faire, n'importe qui se donne cette mission-là de juste neutraliser l'équipe française va arriver à le faire avec un certain degré de succès ou d'insuccès. Je pense pas, encore une fois, que le Maroc veut faire ça, mais ils ont des atouts pour amener ça plus loin que 90 minutes, selon moi. Puis Brahim Diaz, qui vient de se réveiller en passant, là, qui était pas top. Tu sais, tu parlais de la comparaison Canada. Tes ailiers, là, Tejan Buchanan, il joue dans le même championnat que Brahim Diaz. Il joue pas dans le même club, là. Il y en a un qui est à la Villarreal, l'autre qui est au Real Madrid, puis qui est pas toujours au top avec le Real Madrid. Mais c'est là où, quand ces gars-là piquent au bon moment, Brahim Diaz, il arrive à remonter comme un coucou face à la France. Mais... OK, on a tout le monde France? Oui, la France va gagner. Espagne, Belgique. Tout ça pour ça. Oui, tout ça pour ça. Espagne? Les Belges à 5,25, l'Espagne à 1,63. Avec la nulle à 4. Encore là, je pense que la logique, c'est d'y aller avec l'Espagne, mais quand même, la Belgique, là, qui est en ascension, ils ont fait un très bon match contre les États-Unis. Là. Ils ont plein de confiance, puis ils ont fait tourner. Bon, ils ont perdu au Nana, là, ça c'est dommage pour eux, mais... Luque Bacchio était très bon. Il joue en Espagne. Là, t'as Doku. Trossard a été top. Dans toute l'affaire États-Unis-Belgique, là, tu as parlé de Rudy Garcia. Là. Moi, j'ai vu... Écoute, je l'ai écouté dans un frit à l'or, d'ailleurs, pour le clin d'œil. On voit ton parti pris. Avec une coupe de pinte. Mais... T'as écouté la game au complet? J'ai regardé, oui. Tu peux faire ça dans un frit à l'or? Mais ça. OK. C'est la terrasse, en plus. J'étais où, là? La Belgique, Rudy Garcia était top dans son plan de match. C'est une équipe préparée. C'est une équipe qui a annulé... Il a pris des grosses décisions dans ce tournoi-là. Hein. Il a pris des grosses décisions. Quand il enlève De Bruyne en 16e de finale. Mais les relais Balogun, là, on n'a pas arrêté de parler. Il n'y a pas un relais qui s'est rendu à Balogun. Bref, c'était une équipe bien coachée que j'ai vue. Là. Ils ont bien fait. Par contre, en première mi-temps contre le Sénégal, ils étaient complètement... contre une équipe qui avait le contrôle, toute la game. Qui était en mouvement pendant au moins 75-80 minutes. Bon, l'Espagne, je pense, est capable de faire la même chose. Donc, je pense que l'Espagne devrait... pas facile. Non. Facile. À 5,25, moi, je prends la Belgique. La Belgique, c'est un meilleur bet que le Maroc? Ben oui. Moi, les Belges, là, ils viennent de se réveiller, là. Puis là, ils veulent faire un finger aux États-Unis, même si les Américains sont out, là. Eux autres sont en mission. Tu joues avec l'argent de la maison, là, si c'était la Belgique. Puis je trouve que... cette histoire-là, je sais pas si vous voulez en parler, là, mais Donald Trump, là, je sais pas quelle portion était je veux aider les États-Unis à passer au prochain tour versus moi, en autant qu'on parle de moi, ça fait mon affaire. Là. Je pense qu'il y a de ça, mais ça a tellement été contre-productif parce que c'est comme un vieux boxeur qui est en fin de carrière, qui a perdu ses 2-3 derniers combats. Ça, c'est la Belgique. Puis là, tout d'un coup, là, tu parles de sa femme en conférence de presse d'avant-combat, puis il dit « Attends une minute. Non, il me reste du gaz dans le tank. Check-moi bien aller. » Puis là, ils ont knocké les États-Unis. Puis je pense qu'ils sont capables de faire la job à l'Espagne. Tu sais, Donald Trump, moi, j'ai deux choses à dire par rapport à ça. C'est, on a beaucoup parlé, il franchit une ligne rouge aussi, tu sais, le sportif. C'est une autre représentation, une 1001e exemple de sa conception de la géopolitique. Il s'est mis à dos le monde. Il a fait un finger. C'est plus du soft power. En fait, du soft power inversé. C'est-à-dire que plutôt de faire de la diplomatie, puis d'essayer de rassembler les gens, puis qu'avec l'image de marque américaine, rassembler les gens derrière vous, il a antagonisé tout le monde. Ce qu'il fait en ce moment au sommet de l'OTAN aussi, c'est un finger à toute la planète, puis il dit, de toute façon, qu'est-ce que vous allez faire? Puis tout l'ensemble de la planète rit de lui, l'haït, le déteste.
mais ça change pas grand-chose. La seule affaire, c'est qu'il a pas gagné parce que c'est du soccer, puis les États-Unis ne gagneront jamais au soccer. C'est pour aller chercher des votes puis de la popularité qu'il a fait ça, là. Parce qu'il n'est pas très intéressé. Il est intéressé à la FIFA parce que ça lui amène... mais juste montrer qu'il y a du power, je suis le roi. C'est ça. C'est pour ça qu'il y a des trucs No Kings, des manifestations No Kings, parce qu'il fait... Ma conception du pouvoir, c'est que je suis un roi, c'est moi le plus fort, je fais ce que je veux. Si je suis un bully dans le cours d'école, puis de toute façon, qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne m'aimeras pas, mais je vais quand même être le plus fort de la cour d'école. Je comprends tout ça. Moi, je ramène ça au terrain, par contre. J'écoutais des entrevues, des réactions d'après-match, des podcasts, Abby Wambach et compagnie, surtout des anciennes joueuses de l'équipe nationale américaine. J'ai jamais vu autant d'Américains qui ont été là, des pionniers, des pionnières, des ambassadeurs pour le sport aux États-Unis dire « j'ai honte ». J'ai honte en ce moment parce que, tu sais quoi? Je pense que tout le monde était conscient que sans cette histoire-là, tu avais des sérieuses chances, même sans Balogun, des sérieuses chances de battre la Belgique. Parce que les États-Unis, moi, je t'annonçais un accident de char en 16e de finale, là. Ils ont été tellement bons dans ce tournoi-là. Je me souviens pas d'avoir vu les Américains jouer de manière aussi propre, intense, ça se tenait. Puis là, t'arrives, puis t'as le poids du monde sur les épaules. Ils ont été tellement mauvais contre la Belgique. Oui, mais c'est normal que tu vas être mauvais. Tu peux pas gagner ce match-là. Tu vas le gagner, tu l'as gagné à cause de Trump. Tu vas le perdre, ben c'est ça. Vous aviez pas... Mais les Belges, c'est pour ça que j'ai dit Rudy Garcia, les Belges ont été bons aussi. C'est ça que je veux me rappeler de ce match-là. Ça a coulé des deux bords pour les Américains. Toi, t'as été mauvais, chose que tu l'avais pas été depuis le début du tournoi. Oublie la dernière rencontre de phase de groupe face à la Turquie. Il y avait 10 changements, si je me trompe pas, du 11 de départ qui a joué en 16e de finale. Mais Rudy Garcia a fait des bons changements. La Belgique s'est réveillée. Il y avait zéro émotion dans cette équipe-là de Belgique, à part la fin face au Sénégal. Moi, c'était la même affaire que l'Allemagne. Pas d'émotion, pas d'énergie, pas d'urgence. Puis là, bang! Trump appelle, tout le monde se réveille. Moi, je le prends, ça. 5,25? Tu vas prendre la Belgique contre l'Espagne. Hey, juste pour finir cette parenthèse-là aussi, parce qu'il y a des précédents... Puis je suis en train de lire le livre de Jonathan Wilson sur l'histoire de la Coupe du Monde. Puis il parle de Garrincha en 62. Garrincha, en demi-finale, carton rouge. Le premier ministre, il y a un premier ministre à l'époque, il y en a eu de 61 à 63 au Brésil, envoie une lettre à la FIFA. Le président du Chili s'implique aussi, met de la pression. Le président du Brésil va aussi payer un billet d'avion au juge de ligne qui était à proximité de la faute qui s'est faite sur Garrincha pour pas qu'il témoigne. Il est parti à Paris le lendemain matin, puis Garrincha a fait la finale, puis le Brésil a gagné ultimement. Tu peux pas faire ta sauce spaghetti tranquille, le sport c'est politique. Sûrement que Donald Trump s'est inspiré de ça. Exactement, il s'est dit Garrincha l'a fait, Balogun aussi. Oui, Donald, il lit le même livre que Fred, il est dans le même book club. Angleterre, oui, il me fatigue tellement. Angleterre-Norvège. C'est quand même assez dur à caler, ça. 1,87 l'Angleterre, 3,85 la Norvège. C'est loin, ça, la Norvège, non? T'es vois plus proche? Ben... Ça, donc, pour toi, c'est celui qui est plus dur à caler, Norvège-Angleterre. Je pense que l'Angleterre... ça dépend beaucoup de sa récupération du match au Mexique. Puis c'est pas juste physique, là, c'est aussi émotif. Puis si le match il y a moins d'énergie, il est un peu plus flat. Que t'es pas porté par... Là, je pense que ça augmente les chances de la Norvège. Même si t'as 50 000 Anglais qui sont là puis qui veulent chanter Wonderwall. Mais l'Angleterre aussi, c'est comme... c'est donner un vote de confiance à elle-même avec cette grosse victoire au Mexique. C'est juste que ça va être tellement loin, les émotions. Je sais pas c'est où qui est disputé ce match-là, c'est à Houston ou à Miami, je sais plus. Mais dans tous les cas... à Miami. À Miami, bon, il va faire chaud. Ça, c'est une meilleure nouvelle pour la Norvège ou pour l'Angleterre qui fait chaud? Je pense que la Norvège, ils sont vraiment incroyables dans leur capacité à produire des athlètes qui sont bons dans toutes les conditions. Je suis vraiment impressionné par les Norvégiens. Tu vas avoir Odegaard puis Haaland qui vont être hyper motivés de prouver que hey, nous, la Premier League, là, c'est nous les meilleurs. Mais... Ça, c'est un avantage quand même. Tu parlais du Canada et tout ça, les deux. Là, l'Angleterre peut pas échapper ça encore de finale. Je pense qu'ils vont quand même... C'est fini? OK, fait qu'Angleterre? Ouais. OK. Puis Argentine-Suisse...
Ben, écoute, 5,25 la Suisse, 1,73 t'as vu l'Argentine. ce qu'ils ont fait la Suisse contre la Colombie? Là? Ils sont capables d'éteindre un match. Mais l'Argentine, c'est 2 buts à chaque fois. Puis Mais l'Argentine qui se font marquer. Puis qui marque aussi, moi. Ouais, mais t'as le vieux boxeur qui est allé 2 fois au tapis dans les 2 dernières rondes. Puis oui, il a gagné, mais là, il commence à être amoché. Là. Toi, j'ai de la misère. Ah oui, je pense que la Suisse est capable de faire... moi, je me souviens de la Suisse qui bat la France à l'Euro. Je pense que force tranquille, là, ils sont... Mais rien de spectaculaire, là. Moi, les Suisses sont plus solides défensivement que le Cap-Vert puis l'Égypte. Je pense qu'ils peuvent être l'antidote à l'Argentine. Puis, tu sais, j'ai envie de voir l'Argentine aller plus loin, là, de voir peut-être la revanche France-Argentine. Je vois ça comme une belle histoire encore à écrire, mais moi, je pensais que la Colombie se rendrait plus loin. Là. En toute franchise, j'étais étonné qu'ils ne soient pas capables de battre la Suisse, mais quand je vois comment la Suisse a géré son match, je pense qu'ils sont capables de le refaire une autre fois. C'est pour ça que je te demandais ça, dans le fond, parce que là, on vient de choisir 3 négligés, parce que ça a été une Coupe du Monde, malgré tout, assez logique. Moi, je prends pas la Suisse. Hein. Non, toi, tu prends la Belgique. Non, je prends l'Argentine. Ah oui, tu veux dire s'il y a un négligé, s'il y a chacun un négligé qui peut sortir, toi, ça serait la Belgique. Moi, je prendrais le Maroc. Moi, j'irais la Suisse. Oui, je pense la Suisse. Puis c'est rien contre l'Argentine. J'étais très content qu'ils gagnent la dernière Coupe du Monde. Non, t'es haï comme Fred. Toi c'est ça. Parce que c'était... ce que j'allais dire, je pense que ça reste une Coupe du Monde pour l'instant assez... Je parle du Canada peut-être que je suis obnubilé par le parcours du Canada. Gagner contre les poches, perdre contre les bons. C'était pour l'instant une Coupe du Monde assez logique aussi. Il n'y a pas eu d'explosion, non? Ça pourrait se passer maintenant. Logique, oui, mais c'est parce que... Il y a eu du spectacle, ça a été... La Norvège contre le Brésil, c'est une logique à poste. La Norvège, mais bon. Ouais, mais... Mon fils aussi. Ouais, mais c'est un take, ça, là, dans le sens où, tu sais, ça se défend, mais... Sur papier, avant de commencer, tu aurais dit, bon, mais la Norvège va s'éteindre là, puis ils vont avoir fait un bon tournoi. Ils sont arrivés pour la première Coupe du Monde depuis 1998, puis c'est honorable pour les Norvégiens. La Calef nous l'avait annoncé avant, non? Ouais, c'est eux qui ont sorti l'Italie, en plus, non? Ouais, mais... Toi, tu te cherches une Cendrillon, puis t'as pas trouvé. La Bosnie aussi. J'aimerais un peu. Écoute, j'avais mis aussi dans mon plan de match là, aujourd'hui qui est le joueur par excellence. Okay? Mais joueur par excellence comme on l'entend. Parce qu'il y a toujours un débat à savoir c'est quoi le joueur par excellence. Moi, je veux savoir c'est qui le joueur que t'enlèves de ton équipe. C'est ça. Puis que ta cote baisse de 3 points. Moi, là, tu peux pas dire Mbappé parce qu'il est victime du reste de la qualité du groupe. Parce que j'en ai 3. C'est Mbappé, Messi, Alan, non? Ben, attends, juste une seconde. Je m'en venais tantôt, puis je réfléchissais à cette... Tu sais, MVP, là, c'est difficile à traduire ça en français puis garder, tu sais, le mot « valuable ». Oui. C'est pas la même chose. C'est pas juste ton meilleur. C'est celui où, comme tu as dit, ça s'effondre ou tu descends... Le joueur le plus utile, des fois, à la traduction. Oui, mais c'est pas juste utilité. Ça. Je pense qu'il y a déjà eu un monde où N'Golo Kanté était le joueur le plus utile de l'équipe de France. Mais c'était-tu le MVP? Mais bref, ça vaudrait la peine de se pencher là-dessus. Mais je suis d'accord avec toi de l'expliquer comme ça. Messi, Alan puis Mbappé. Ouais. Dans le point de vue que j'ai en ce moment, Mbappé est disqualifié pas par lui, mais par ses coéquipiers. Parce que s'il n'est pas là, tu restes super performant. C'est ça. Tu mets Dembélé, Doué puis Olysée, tu as une sacrée équipe. Tu es peut-être un peu moins bon. Pat, t'es pas d'accord. Ben, je trouve que souvent, c'est ça, tu as des buteurs qui se contentent d'être des buteurs. Puis je trouve que dans la catégorie des buteurs de cette Coupe du Monde, peut-être que Harry Kane est celui qui est vraiment comme spécialisé dans marquer des buts. Mais il participe, il est important pour l'équipe. Je pense que l'Angleterre ne se rendrait pas en quart de finale sans lui. Fait que tu rajoutes Kane en nomination. Non, ce que je veux dire, c'est que c'est un buteur qui est vraiment... c'est lui qui finit l'action. Il est super important, mais je trouve que Mbappé, c'est plus qu'un buteur. C'est un joueur il sème la terreur chez l'adversaire. Ça libère les autres. Oui, Olysée, il est super bon, mais Olysée a besoin d'Mbappé pour être aussi bon. Il a besoin d'avoir quelqu'un qui est extrêmement tranchant pour que son talent de passeur soit optimal. Messi, écoute, c'est le super pouvoir de l'Argentine. Tout le monde y croit à cause de lui. Fait que en ce moment, c'est encore, pour moi, lui et Mbappé, les joueurs qui sont les plus importants. Moi, j'avais Alan et Messi, les deux finalistes. Moi, j'ai Alan.
Haaland est déterminant. Tu l'enlèves. Déterminant. Tu l'enlèves, t'es quoi? C'est ça. Le gars, il a joué 4 Messi de matchs, il a l'Argentine. 3 doublés, puis 1 but. C'est sa game pourrie, là, il a juste marqué une fois. Hey, c'est une équipe qui n'est pas là depuis 98. Tu arrives de nulle part, tu te rends jusqu'en quart de finale, tu réussis. Puis je pense que jusqu'à maintenant, ce qu'ils ont bien fait, c'est qu'ils ont reposé tout le monde face à la France au 3e match de groupe. Je pense que ça, c'est un facteur monstre dans un tour éliminatoire où tu as un match de plus. Puis je pense que ça pourrait être vraiment utile face à l'Angleterre. Moi, c'est Haaland. Tu sais, tu prends Haaland, tu le mets avec le Canada. Est-ce que le Canada a battu le Maroc? Oui. Ben, parce qu'il marque le but en première mi-temps. Tani Oluwaseyi, il la met dedans. Ouais. Moi, je pense que le Maroc il part en déroute, puis il t'en marque un Tu deuxième. mets Messi avec le Canada, il bat-tu? Non. Non? Tu Tu mets Messi avec le Canada contre le Maroc? Non. Non, parce que Messi, ça y prend l'équipe autour de lui. Là. C'est une équipe qui il y a quelque chose de culturel là-dedans. Là. C'est pas juste un gars que tu plugues dans une équipe puis tout d'un coup, tu deviens trop fort. Puis je pense que Haaland, c'est ça pour la Norvège. Je suis d'accord. Haaland, je trouve qu'il y a beaucoup de joueurs qui se sont signalés dans la Norvège, surtout dans le match contre C'est comme leur manquer de respect à eux un peu? Le gardien a été fait l'arrêt sur le penalty, fait des arrêts importants. C'est le gardien de CV, hein? C'est ça, Nyland? Je pense que c'est CV, en tout cas. C'est une bonne question, je n'ai pas vérifié ça. Mais des arrêts importants aussi en deuxième mi-temps là, qu'on oublie un petit peu. Là. Le Brésil n'a pas été très bon, mais Hendrick a une échappée. Il y a un drôle de ballon qui a un rebond qui va sauver juste avant que ça touche le poteau. Donc, puis Odegaard, j'aime et je déteste le joueur, on dirait. Il touche beaucoup le ballon, il court beaucoup. Puis souvent, je me dis, mais ça sert à quoi? C'est pas si tranchant et il pourrait faire moins de mouvements puis être peut-être plus déterminant dans ce qu'il donne comme ballon vers l'avant. Mais à la fin, l'équipe a bien tourné. Il a fait tourner l'équipe. Puis Haaland, c'est comme c'est le marteau de Thor au moment où tu ne l'attends pas, puis bang! La tête est fantastique. La tête est magnifique, là, le premier but. Ça assomme le Brésil. Et l'autre, ouais, on dirait que c'est casual, comme on dit. Ben il marque un tir de 30 mètres, mais entre les jambes du défenseur. Puis quand tu le regardes à la reprise, wow, le gardien ne peut rien faire là-dessus. Puis c'est intentionnel. Oui, c'est vraiment fort. Haaland, c'est comme quand on allait au tournoi Jean-Yves Faneuf à Granby. T'avais 13-14 ans, puis t'avais une perche là, qui avait grandi avant tout le monde. Puis tu voyais l'équipe en face, puis tu disais, lui, c'est sûr qu'il score. Puis là, il en mettait 3. Tu sais, c'est ça. C'est comme, c'est un cheat code. Haaland. Je pensais que tu allais dire Bo Jackson dans Tecmo Bowl ou Jeremy Roenick dans NHL 93. C'est ça. Il met 10 ballons, puis il va scorer. Il en marque 11. Ouais, tu l'as pas, puis on l'a pas vu des tonnes face au Brésil. Non, mais c'est pour ça que je te dis. Il a brassé les centraux. En tout cas, moi, Mbappé, c'est le cheat code de la Coupe du Monde. Ouais, il est vraiment... Non, puis il s'est mis au service de l'équipe, puis il défend. Non. Ouais. 58% des buts de la Norvège marqués par Haaland, puis 57% des buts de l'Argentine marqués par Messi. Il y a plus qu'un but par match en équipe nationale avec la Norvège. No offense, je reviendrai après les quarts de finale, puis on décidera... Bon. Qu'est-ce qu'il me reste? Ah oui, je voulais juste aussi qu'on discute vite de ça parce qu'on parlait de la MLS, puis tu travailles pour le CF Montréal, puis t'es dans l'esprit culturel de tout ça. Y a-tu vraiment un boost? À ce moment-ci, on est en quart de finale parce qu'on espérait que justement un boost d'intérêt, un boost de connaissance. Moi, je vois que ça démocratise. Il y a des gens qui, autant aux États-Unis qu'au Canada, des gens dans le mainstream qui en parlent un peu plus, puis ça a un peu été décloisonné, puis les gens ont regardé, les gens l'ont senti. Ça va-tu... on va-tu passer à un niveau supérieur? Je laisse pas répondre dans un instant, mais moi, je te réponds par un oui catégorique, puis j'ai l'élément de mesure ultime pour savoir si la culture soccer prend du mieux quand il y a des gros tournois comme ça. Depuis 1 semaine et demie, personne ne me parle du tournoi de la FIFA. Ah. On me parle de la Coupe du Monde. Puis tout le monde me parlait « Hey, y a-tu de la FIFA aujourd'hui? Y a-tu de la FIFA? Y a-tu des matchs de la FIFA? » Tiens, voilà ta réponse. Une grosse évolution, on me parle beaucoup moins du fakeage.
Il n'y a pas eu... Puis ça, je vais donner le crédit aux décisions des arbitres de la FIFA. Mais t'as-tu lu Stéphane Laporte, par exemple, juste pour être sûr? Ou... Je n'ai pas vérifié. Il a écrit là-dessus? Non, sûrement. Mais c'est souvent... ce que je déteste dans ce sport-là, c'est ça. Parce que puis cette position-là, cette posture-là, c'est souvent, OK, je comprends que vous vous y intéressiez une fois aux 4 ans, mais je vais vous rappeler pourquoi c'est mauvais, parce qu'il y a du monde qui fake là-dedans. Puis ça, c'est comme, pour moi, il y a un miroir qu'on refuse de regarder, c'est que c'est dans tout, là. Il y a des gens qui tournent des coins dans tout. C'est pas propre au soccer, mais on a bien fait de changer des règles pour diminuer ce phénomène-là. L'AVAR aide beaucoup. Surtout pour les pénaltys. Le rythme, les touches et tout ça. Mais pour revenir à ta question, moi, je prends rien pour acquis. Donc oui, il y a un engouement, c'est clair. Il va y avoir un engouement aussi pour l'équipe canadienne. Je veux dire... s'ils viennent jouer au Stade Saputo dans le futur, je pense que ça va se remplir aussi bien que ça s'est rempli dans la dernière année. Au Stade olympique. On verra. Après, tu sais, on se mentira pas que pour la MLS, il y a eu comme un détachement, parce que tu fais une pause qui est très longue. Fait que là, pour nous, c'est comme une nouvelle saison qui reprend. Puis ça va être ça notre message, tu sais. Hey, votre club, c'est là que ça se passe. Les joueurs qui vont à la Coupe du Monde, ils jouent dans un club. Bon, cette année, il n'y a pas de joueurs du CF Montréal qui étaient à la Coupe du Monde, mais c'est notre histoire. On a commencé à l'écrire au début de la saison. On veut écrire le prochain chapitre, puis il y a des joueurs là-dedans qui un jour vont rêver, vont peut-être aller à la Coupe du Monde. Mais non, j'ai il y a le facteur télé aussi. Moi, j'y travaille, c'est parce que tu vas passer de RDS TSN qui présente ici au Canada. On va parler à Apple TV. C'est pas tout le monde qui va faire la translation aussi. Mais ils n'ont pas besoin parce qu'on fait le match du 16 juillet contre Toronto FC. Fait que regardez le match sur RDS. Non, mais nous autres, on a tête de l'assaut. C'est ma seule argument. On a tête de l'assaut le 5 août. Non, mais on joue contre Toronto le 16. On a hâte de retrouver notre public. Les joueurs ont hâte, là. Après, tu joues contre ton rival. Fait que c'est sûr que c'est important. Je peux comprendre qu'il y a des gens qui s'intéressent plus épisodiquement au soccer, qui, eux, vont être un peu saturés. Fait que j'ai pas envie qu'ils disent j'en ai vu du soccer, fait que je vais pas au Stade Saputo. Fait que tu viens le vivre en personne, là. C'est quand même une bonne occasion. Puis on a comme... Je pense qu'on veut se lancer là, à la fin de la première portion de la saison était comme plus intéressante. Là, tu as Philippe Lafroy qui a travaillé depuis un mois avec l'équipe. Fait que est-ce qu'on peut se donner un petit rebond là, pour la fin de saison? Une virée à Tremblant, là. Ça te replace avec Nick Landry a fait une entrevue avec Marc Dos Santos aussi. Je sais pas si vous avez vu ce texte-là. Puis Marc est très... il n'est pas pessimiste, mais il se veut très réaliste en disant, moi, j'ai joué dans cette toune-là. Les jardins fleuris après la Coupe du Monde, ça n'existe pas. Il va falloir continuer à remettre sur le métier notre non, il y a du travail. Ça, c'est officiel. Il n'y a rien pour acquis. Puis, parlant de Nick Landry, un petit chapeau, j'ai lu son article sur... en hommage à Fred. Bon, c'est une histoire sur une famille qui est allée voir, mais pas toi, non. Mais j'ai été touché par ça parce que c'est une famille avec des jeunes enfants. Le père, malheureusement, est décédé, mais il était un grand fan du FC Barcelone, en passant. Mais ses enfants, donc, sont allés voir des matchs de la Coupe du Monde. Je trouvais ça touchant. J'ai senti que je me retrouvais dans ça parce que t'es un jeune garçon, puis tu rêves, ou une jeune fille, tu rêves en voyant les matchs de la Coupe du Monde, t'en manges, tu veux tout avoir, tu veux tout savoir, puis ça, c'est bon pour la culture du soccer, pas juste au Québec, là, mais je pense que ça, là, c'est ça le leg de la Coupe du Monde oui, il y aurait des infrastructures, l'équipe nationale, mais des gens qui se passionnent de soccer puis qui ont envie de vivre ça pas juste aux 4 ans, je suis content on ait pu y toucher, là. Moi, c'est ça que, tu sais, je fais des blagues, je suis allé dans plusieurs rassemblements, en fait, dans des bars, dans des places ailleurs ici, puis j'ai vu des enfants, je suis allé avec des enfants aussi, puis c'est jeunes de 8, 9, 10, 11 ans, qui n'auraient peut-être pas écouté autant de matchs, parce que si la Coupe du Monde avait été en Allemagne ou au Japon, ils l'ont écouté ici, puis ces gars-là n'auront pas peur dans 10, 15 ans, quand ils seront dans les médias, quand ils entendront parler de soccer. Tu ne seras pas obligé de dire, je suis pas un expert, mais laisse-moi te poser 2 questions. Exactement. Exactement. Eux aussi vont débattre. C'est qui le MVP? C'est Messi, c'est Mbappé, c'est Haaland. Puis vraiment, toutes les vedettes ont eu
leur part dans cette Coupe du Monde. Ça, c'est assez fantastique. Fait que, oui, il y a des Coupes du Monde où il y a des surprises, mais en 2002, là, la Coupe du Monde en Asie, c'était une surprise après l'autre. Un favori qui repart chez lui, la France, le Portugal, l'Espagne, tout le monde est éliminé. T'as le Brésil qui a quand même gagné la Coupe du Monde, mais t'avais des pays complètement inconnus, les États-Unis, la Turquie, la Corée du Sud, inconnus des gens qui suivaient le soccer en Europe, je veux dire. Et ça, ben, puis ça se disputait ces matchs-là aux petites heures du matin. C'est ce que j'allais dire. Fait que c'est pas ça qui t'accroche autant que là, tu l'as chez toi, là, t'es au prime time, et puis toutes les vedettes sont au rendez-vous. Fait que ça, je pense que ça va faire que dans 8 ans, 12 ans, tu vas avoir plusieurs joueurs qui ont été marqués par la Coupe du Monde de 2026. Mais tu sais, juste pour le côté positif local, je vais finir là-dessus, puis c'est mon fils, là, mais je pense... Gaël? Bon, Gaël, il dit, papa, moi, malgré tout, dans la Coupe du Monde, il dit, moi, finalement, là, il fait son top 3. Là. Il est comme son père, dans le fond. Il fait son top 3 de ses joueurs préférés. Il dit, mon joueur préféré, c'est Sam Piet. Après ça, c'est Messi. Après ça, c'est Mbappé. Après ça, c'est Alan puis Jonathan David. Là. Mais c'est pas un top 3, ça. Non, c'est ça. Mais après ça change. Mais dans le, voilà. Non, mais je veux dire que ces gars-là, puis on revient, ça va conclure la boucle comme ça. Les gars locaux, comme toi, qui a joué, ça marque aussi. Il y a un amour profond aussi. Pas profond, différent quand t'es un gars de la place puis t'as fait rêver les Montréalais sur place aussi. Il a lâché Ivan Jaime. Il a lâché, oui. Il voulait faire signer les trois meilleurs joueurs du CF Montréal. Il dit, c'est Sam, Prince puis Ivan. Je suis mon gars, ça va être, on va essayer. Ça va être Ivan Delia la victoire, puis si tu veux. Wiki, connais-tu Wikipédia? Okay. Wiki Carmona. OK. C'est bon. Bon, ben voilà. Hey, on remercie avant de faire notre... On remercie Pat. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Je te remercie, toi. Ah ben. Merci pour tout ce que tu fais comme travail, mon Muchas gars. gracias, comme ils disent en Jamaïque. Pat Leduc, merci d'être venu. Ça me fait plaisir. Merci d'avoir été là pour ta journée de congé. Ouais, c'est la journée de congé il est 11h28. Là, elle est presque finie, la journée de congé. Bon, merci à notre partenaire présentateur Mise au jeu. Pour la Coupe du Monde, Mise au jeu a déployé une expérience pensée pour tous les partisans. En plus de pages dédiées à chacune des équipes participantes, Mise au jeu vous laisse choisir chaque jour le pays dont la cote sera bonifiée pour son prochain match. Pour voir toutes les offres de paris et ne rien manquer du tournoi, télécharge l'appli Mise au jeu plus, 18 ans et plus.